à toutes et à tous. Pour cette deuxième journée depuis la Microsoft Live TV, nous allons téléporter Vivatech et le studio virtuel de Microsoft dans vos écrans pendant 1h30. Une première mondiale pour Microsoft. Et vous allez me dire, mais comment est-ce possible? Eh bien, c'est très simple. De mon côté, regardez, je suis actuellement dans le studio virtuel de Microsoft et je vais recevoir mes invités qui, eux, seront en direct, mais à 3 km de moi, au stand de Microsoft à Vivatech. Et pourtant, à l'image, eh bien, vous aurez l'impression que nous sommes vraiment dans la même pièce. C'est ça la magie de la téléportation. Au programme, dans ces interviews téléportées, nous allons découvrir comment Microsoft et ses partenaires s'engagent pour un futur durable, innovant et inclusif. Vivatech, eh ben, ça a déjà commencé et oui, hier nous étions déjà en direct, nous avons évoqué l'expérience collaborateur avec des sujets comme l'incontournable Microsoft Teams, le métavers et nous avons même eu une démo en exclusivité de la nouvelle Formule 1 Alpine. Aujourd'hui, nous verrons comment conjuguer croissance et résilience avec des sujets comme l'intelligence artificielle, la cybersécurité ou encore le zéro trust. Et demain, ne pas oublier, nous allons finir avec une touche un petit peu plus éthique. Comment tirer parti de l'innovation pour répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux. En exclusivité pour vous aujourd'hui, des annonces, des intervenants inspirants et même de l'humour. Et vous aussi, on vous donne la parole sur Twitter, LinkedIn. Réagissez, posez toutes vos questions avec le hashtag VivaMS. Mais tout de suite, un spectacle d'humour en holoportation grâce au casque de réalité mixte HoloLens et le cloud de Microsoft Azure. Une première mondiale aussi réalisée à Tourcoing dans le cadre du festival L'Hilarios. J'ai toujours eu comme ambition de me consacrer à l'humour et surtout de créer des ponts entre les différentes régions du monde. Je crois au rire international, c'est vraiment mon pari. Dans 2-3 ans, on aura le choix, lorsqu'on veut voir un spectacle d'humour, on pourra le voir en physique. On aura aussi la possibilité de voir le même spectacle en streaming. Et je pense qu'il y aura une troisième couche qui sera la réalité augmentée. On verra le même spectacle, mais alors dans une version totalement immersive avec un casque sur la tête. L'enjeu aujourd'hui, il est de maîtriser ces 3 canaux. Le casque HoloLens de Microsoft, ça m'a tout de suite inspiré et je me suis dit mais c'est génial parce qu'un de mes rêves à moi par exemple c'était d'organiser un spectacle dans 2 endroits à la fois. Donc j'ai dit bah super, let's go. Montreux Comédie c'est associé avec Le Forge et avec Microsoft. On a 2 artistes, Cécile Giroux et Yann Stotz. Cécile Giroux est à Paris. Elle est filmée avec une caméra Azure Kinect. Donc cette caméra fait une captation 3D de Cécile. Au même moment, à Lille, Yann porte un casque HoloLens 2 et voit dans son champ de vision le rendu holographique de Cécile en temps réel devant lui. Yann peut interagir naturellement avec l'hologramme de Cécile et Cécile ressent les réactions du public et interagit avec lui comme si elle était sur scène à côté de lui. Cette technologie va révolutionner l'entertainment et le spectacle vivant puisque la notion de distance va s'évanouir puisque la technique permettra de réunir des gens qui ne sont pas dans le même endroit ensemble au même moment. En tant qu'artiste, j'ai oublié les lunettes au bout de 2 minutes. J'ai trouvé ça assez impressionnant de voir finalement l'interaction qu'il y avait entre la personne qui était physiquement présente et la personne qui était absente. On efface complètement la distance une fois qu'on est pris par le jeu. Au début, je pensais beaucoup technique et beaucoup précision et qu'au fur et à mesure du sketch, je m'amusais avec Yann. Franchement, c'était trop bien, c'était nouveau, c'était un vrai spectacle, on était à fond dedans. C'est super palpitant parce qu'on a l'imagination qui se met un peu en action et on commence à imaginer tous les possibles. On peut partir dans une fantaisie totale. On va pouvoir jouer avec des nuages, avec des bulles, avec des dinosaures, avec ce qu'on veut. C'est un premier pas. Alors on va dire un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humour. And now let's switch in English. As part of Microsoft for Startups Founders Hub, startups can now receive access to Encerada's AI-powered platform designed to help streamline the process of raising capital. I'm happy to talk about this topic with Stuart Cloud, co-founder and chief revenue officer at Encerada. Good morning, Stuart. Good morning, how are you? I'm fine, thank you. Do you hear me well? Yeah, it's perfect. This is my first time being teleported, so it's very exciting. Yes, it's amazing, right? Okay, so how Microsoft and Encerada unit to make it easier for startup to raise capital?
Yeah, that's right. Ansarada has been in the business of helping people raise money and do deals for about 15 years. And I guess at the core of what we do is we help bring order to the process of raising capital. And what that means for the startups is that we're able to accelerate the time it takes to get to a capital decision for their investors. But we also wrap a whole stack of confidence around the process as well. So typically what we see is startups get very stressed during the capital raising process. As a founder myself, I've raised capital 5 or 6 times. And it's difficult to get the balance between working your business and raising money right. And we help with that. Okay, so this sounds great and really amazing. But like, if I am a startup, which actually maybe I am a startup, and I want to apply, what are the criteria? So the criteria is that you join the Microsoft for Startups program. And the Microsoft for Startups program, we're one of the official partners of the program. And as a part of being within the Microsoft for Startups program, you will get access to our technology at no cost to assist you with your next capital raise. Okay, right. So, but do I need to have some criteria to apply for the program? Like I need to have an associate, I need to have employees. What are the criteria? No. As long as as a startup you're a member of the Microsoft for Startups program, then we bring you into our program as well. Okay. And that's part of the global partnership and we have with Microsoft. It really streamlines the process for all of the startups, which is fantastic. Okay, so I can be in the early stage. Oh, absolutely. Yeah. Okay. We've got a wide range of startups from almost at ideation stage through to Series A and beyond startups that are in our program that we've partnered with Microsoft on. Okay. So in concrete terms, how Ansarada uses Microsoft technology to help clients deal with data? So the Ansarada tech stack is a standalone SaaS cloud-oriented product that's on the Azure stack. So we obviously have a relationship with Microsoft via the Azure stack as well. And but the Ansarada stack is separate from the Microsoft tech stack, and this is our own technology that the startups leverage to run their capital raising processes on. Okay. And now, just in simple words, how do you provide KPIs to the young startups, and how do you make sure they will have the guarantee to have a return on investment? Well, I'm not sure I can give them a guarantee of investment. I think I'll draw the line there. But certainly what we do is by bringing order to the process, we facilitate and wrap structure around the process. And what that helps the startups do is concentrate on running their business, and it allows them to give confidence to their investors. And we provide a whole stack of guidance and content, so best practice on here's how to raise money, here's what the next steps are, here's the kind of information your investors are going to need. And it really helps professionalize the whole process, because a lot of startups really struggle with understanding what their investors want and need. Okay. And that gap in knowledge really can often lead to startups not getting funded. And so we really assist with closing that gap. And when you go to raise money as a startup, time is of the essence. You want to do that deal and you want to do it quickly. And from the investor's perspective, they want to make a quick decision as well. They want to know whether they're in or they're out. And by having good order and structure around the process, you're able to reach those decision points very quickly. Yeah. Well, and so can you tell us like the best story that you have with startups? Tell us. Yeah. So, yeah, I mean, it's hard to think of the best one because we have so many. But, we've got startups that come through the program. And they're at a very early stage. Yeah. They're working on their product market fit, and they then go to seek investment. But they work with us and our content and our technology months and months before they go out to venture capital or to angel funding, and they get themselves organized. And so when they then turn up to the funding side, the business is in such a good state, the information is so clear and concise, that what these startups are able to do is make very quick funding rounds. And we're talking, we've got startups that have gone from starting to finishing funding rounds in a matter of weeks, which for all the founders out there that are listening,
that sounds like Disneyland, really. Yeah, sounds because like Disneyland. funding rounds can drag on and on and on. And what we're able to do is really accelerate the process, and that is really valuable to the startups. And indeed, that's why we've partnered with Microsoft, is to bring that capability to the Microsoft for Startups program as well. And so who is concerned? French startups, European, American startups, worldwide startups? Yeah, no, it's global from day one, this program. We have startups from pretty much every continent in the world. I think other than Antarctica. I'm not sure if there's any startups down there, but we have startups from all over the world in our program, and it's been global from the first day we launched it with Microsoft. And it's a really fantastic partnership for us to have, because obviously Microsoft's global reach is essentially unparalleled, and that gives us this access. And what do you see as the biggest trends in the fintech industry, from your point of view? Well, it's an interesting time. Macroeconomic movements at the moment, have people somewhat worried about, what's going to happen, particularly with the US economy, inflation, and certainly there's a lot of uncertainty around the world for various obvious reasons. I think with fintech, what we're seeing most is a drive towards business process ordering. And there's a lot of businesses out there that are in the financial services space which really don't leverage technology enough to facilitate order in their business processes. And you need to then have wrapped across the top of that, the security capability that allows to keep all the data private. It allows to not only keep it private, but also be able to audit it and have a rich text history of where that data is going, where it's been, who's seen it, and to be able to control it, to withdraw it and bring it back as well. And that's really the key, because I don't think there's a human in the world who's not worried about, my data, who has it, True. What are they using it for? Definitely. And that's a continuing theme. It's a continuing theme. Stuart, we have just 1 minute left. I would like to ask you, what's next for Enserada? Yeah, it's a really exciting time, and thank you for asking me that. Enserada is a business that has its pedigree in deals over 15 years, but we're now realizing that we're really good at helping people organize complex processes. And so we've recently launched a whole suite of ESG products and board products which help organizations express their credentials, particularly around governance, risk and compliance. And so Enserada is moving into that governance, risk and compliance space with a whole suite of SaaS solutions aimed at mid to top market firms that are going on that GRC journey. Wow, that sounds great. Thank you so much, Stuart, for all this information. And I really wish you all the best for Enserada and for all those startups who will trust in you to raise capital. I'm sure they will be in the right hands. Thank you so much. I hope you're enjoying Paris and France. Yeah, thank you. Thank you so much, Stuart. Thank you. Alors avant d'accueillir mon prochain invité, eh bien, je vous propose de libérer votre créativité avec la nouvelle Surface Go 3, l'appareil mobile parfait à utiliser en mode tablette ou en ordinateur portable. Eh bien, elle est conçue pour toute la famille. Je vous retrouve juste après. Alors on le sait, la pandémie a fait exploser l'usage des outils collaboratifs et on imagine bien l'explosion du nombre d'utilisateurs sur ces 2 dernières années. Mais Teams, ce n'est pas que de la visioconférence, c'est bien plus. J'accueille Stéphane Ngo, CEO et cofondateur de Watts, la solution collaborative pour partager et capitaliser l'information en entreprise. Bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Très bien, et vous? C'est très... Oui, je suis très heureuse de vous avoir en téléportation, c'est très original. Alors, très concrètement, qu'est-ce que Watts pour ceux qui ne connaissent pas?
Watt, c'est un moteur de recherche qui va permettre aux collaborateurs de rechercher à travers toutes les bases de connaissances dans l'entreprise directement depuis Teams. D'accord. Alors concrètement, comment on l'utilise dans quel cas d'usage, par exemple? Alors, concrètement, un collaborateur, dès qu'il va avoir quelque chose à rechercher, il va aller dans Teams, dans notre application, et ensuite il y aura une barre de recherche, il va faire sa recherche, et on va lui retrouver tous les documents qui correspondent à sa recherche. D'accord. Donc c'est vraiment un moteur de recherche sur toutes les conversations Teams, sur tous les documents Teams qu'il a pu avoir dans son historique. C'est ça. Il y a plus que ça, c'est-à-dire qu'on va aussi rechercher dans toutes les bases de connaissances autres que de Microsoft, c'est-à-dire que vraiment toutes les bases de connaissances de son entreprise, donc du ServiceNow, de la suite Atlassian, de Wiki, vraiment tout. Ah d'accord, ok. Alors pourquoi vous avez décidé de développer cette application directement sur Teams? Parce qu'en fait, on a remarqué depuis la pandémie, depuis le Covid, que beaucoup d'entreprises sont passées sur Teams et qu'en fait, s'il y a bien une application que le collaborateur a d'ouvert toute la journée, c'est Microsoft Teams. Et en fait, et par contre, au fur et à mesure de la journée, il va devoir rechercher des informations et en fait, intégrer le moteur de recherche directement dans Teams, pour nous, en fait, c'était une évidence. Donc la pandémie créatrice de nouvelles idées. Combien de temps pour mettre cette application sur Teams? Alors, on a travaillé main dans la main avec les équipes de Microsoft et concrètement, on a pris quelques semaines pour mettre en place cette application. D'accord. Et nous, en tant qu'utilisateurs, elle est automatiquement intégrée ou on doit faire quelque chose de spécifique pour l'avoir? Alors, il faut juste aller sur la marketplace de Teams. Vous trouverez Watt, le nom de notre application, et puis vous pouvez la télécharger. Alors, est-ce que c'est aussi possible de générer des revenus par rapport à ça? Bien sûr. Aujourd'hui, on est Transact et en fait, dès qu'un nouveau utilisateur, un nouveau client veut arriver nous télécharger, en fait, il passe directement par la facturation Microsoft et on se rémunère en fait via Microsoft. D'accord, c'est noté. Alors, vous avez rejoint le programme Nurture de Microsoft. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est ça. Alors le programme Nurture, c'est 130 startups en France. C'est un programme en fait qui nous permet d'avoir accès directement aux sales Microsoft, mais aussi à de la ressource technique, à vraiment de toute aide de Microsoft en fait pour nous permettre de nous développer à la fois nous tout seuls, mais aussi après nous avec tout l'écosystème Microsoft. D'accord. Et alors, quand même, moi, je suis assez curieuse de connaître votre parcours. Donc, on a compris, cette idée est venue pendant la pandémie. Comment ça s'est passé entre le moment où vous avez eu cette idée et le moment où vous l'avez présentée à Microsoft? On a l'impression que parfois, voilà, les géants ne sont pas forcément disponibles pour écouter les toutes petites entreprises ou les entrepreneurs. Mais en fait, vous y êtes parvenus. Comment ça s'est passé? Quelle a été cette histoire? Alors nous, au fait, au tout début, c'était il y a maintenant 6 ans, on a commencé avec le programme Microsoft for Startups, le BizSpark, puis BizSpark Plus, et ensuite au fur et à mesure, on a grossi, et maintenant on est rentré dans le programme Nurture. D'accord, donc ça a vraiment été par étapes. Par étapes, oui. Alors, pour résumer, donc Watt facilite l'accès à l'information pour permettre aux équipes de partager, de collaborer et d'innover. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités à venir? Bien sûr. Bien sûr. On peut les savoir, on peut les connaître. On ne va pas les dévoiler toutes. Ah non. C'est dommage. Alors en fait, pourtant... bien sûr, si. On a des algorithmes en fait qui vont permettre d'identifier les bons collaborateurs qui ont en fait différentes connaissances dans l'entreprise. Et en fait, l'idée c'est vraiment d'optimiser la recherche d'informations, donc pas juste avec des documents, mais directement avec les bonnes personnes, et ensuite de mettre en relation les personnes qui ont besoin d'informations avec ceux qui savent dans l'entreprise. Et tout ça, c'est grâce à l'écosystème Microsoft. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines années? Est-ce que c'est plutôt d'avoir plus de croissance, d'avoir plus de revenus, plus d'employés, plus de talents? Quel est votre objectif sur fin 2022, début 2023? Alors, c'est de devenir numéro 1 des applications françaises sur Teams. Voilà. Aujourd'hui, on a déjà de très beaux comptes dessus. On a Legrand, on commence à avoir Chanel, on a McDonald's, et on aimerait avoir beaucoup plus de clients qui nous utilisent parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la recherche d'informations en entreprise, c'est un enjeu capital pour toutes les entreprises françaises. Est-ce que vous recrutez? Bien sûr. Oui. Vous pouvez le dire, hein, c'est le moment de faire passer les messages. Il y a plein de talents qui nous regardent. Alors, on va recruter des sales, parce que là, vraiment, on est en accélération dessus, et des développeurs, beaucoup de développeurs. D'accord. Est-ce que vous avez aussi une envie d'avoir des bureaux à l'international, ou c'est pas encore prévu pour tout de suite? Alors,
En fait, on a déjà des bureaux à l'international. Okay. Aujourd'hui, on est présent en Chine, à Hangzhou. Et on l'a ouvert justement il y a début de l'année dernière. Et ça commence à bien monter. Bon, eh bien, écoutez, on vous souhaite davantage de croissance et d'être numéro 1 des applications Teams. Merci infiniment. Vivatech, c'est à vivre en direct sur la Microsoft Live TV, mais aussi sur Twitter avec le hashtag VivaMS. Voici les top tweets de la journée et je vous retrouve tout de suite après. Comment recycler votre Slack technologique avec une approche plus composable? C'est la question à laquelle nous allons répondre avec Cyril Reynard, vice-président régional de Sitecore. Bonjour. Bonjour Cyril. Bonjour Alexia. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Bon, il n'y a pas de raison puisque nous sommes à côté théoriquement. Alors, oui, tout à fait. Une question quand même, c'est qu'est-ce que l'approche composable? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Oui, alors, si on prend un exemple très très simple, c'est vous imaginez, vous avez un camion, un jouet normal, et d'un autre côté, vous allez avoir des Lego avec lesquels vous allez construire le camion que vous souhaitez avoir. Donc vous allez pouvoir complètement personnaliser cet objet, ce camion, à façon pour vous satisfaire vos clients. Alors l'image est assez parlante. Concrètement, ça s'utilise dans quel cas de figure? Alors aujourd'hui, c'est une vraie tendance sur l'ensemble du développement de plateformes digitales, quand vous voulez mettre en place ce qu'on appelle une Digital Factory, de manière à créer des expériences immersives pour les clients. Et donc ça se retrouve dans des solutions de commerce, la création de sites web, d'applications mobiles, où là on va utiliser des technologies de manière à pouvoir construire ces expériences. Alors quels sont vos principaux avantages dans le commerce, justement dans le commerce composable? Excusez-moi, j'ai mal entendu la question. Oui. Alors, je disais, quels sont les principaux avantages de ce commerce composable? Alors, les grands avantages, c'est la flexibilité et l'agilité que va avoir le métier, le marketing ou l'IT pour proposer de nouvelles expériences beaucoup plus rapides et surtout beaucoup plus immersives et proposer quelque chose de beaucoup plus personnalisé à l'utilisateur final. D'accord. Et alors, comment est né Sitecore, en fait? Quelle est votre histoire? Alors Sitecore, c'est une société qui a une grande histoire, qui à l'origine est un partenariat avec Microsoft et qui était l'un des créateurs de ce qu'on appelle les CMS, Content Management Service Platform, ce qui permet de créer des usines à sites en fait. Ouais. Et depuis, Sitecore a beaucoup évolué sur les dernières années puisqu'on a levé 1,2 milliard d'euros et on a fait des acquisitions de solutions très très modernes dans le monde de la data, dans le monde du commerce et aussi dans le monde de la gestion des assets digitaux. D'accord, donc oui, une longue expérience. Quels sont les prochains objectifs pour Sitecore sur les prochaines années? Nous, on a un objectif qui est clé, c'est toujours mieux collaborer, mieux innover avec nos clients, les accompagner dans leur transformation digitale, les accompagner dans leurs enjeux pour pouvoir proposer justement beaucoup plus de personnalisation à leurs clients et en fait être des créateurs d'émotions en fait.
Créateur d'émotions, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bah oui, parce qu'en fait, ce qui est important entre une marque et son client, c'est l'émotion que vous allez créer entre cette marque et ce client-là. Donc c'est lui proposer des expériences qui ne sont pas forcément simplement vendre un produit, mais tout ce que vous allez mettre autour, dans la relation que vous allez gérer avec vos clients. Et justement, Sitecore, on accompagne ces clients à mettre en place ce genre de stratégie beaucoup plus immersive pour l'utilisateur final. Alors, vous avez quand même attiré notre attention sur les clients. On se demande quel type de clients vous avez. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Oui, d'ailleurs, on a un client qui n'est pas très loin, qui est juste en face, qui est L'Oréal, qui aujourd'hui a mis en place une Site Factory et gère plus de 400 sites avec la société Sitecore, avec la solution Sitecore. Nous avons des clients plus dans l'industrie comme Klépierre, par exemple, qui a produit plus de 93 sites en 11 langues, en 11 langues sur 6 mois. Donc on peut aller très très vite à délivrer des nouveaux projets digitaux. Et on en a voilà, une multitude sur le marché. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore tout cet écosystème, est-ce qu'on peut quand même expliquer la différence entre un site Sitecore, qui est donc l'industrie de l'approche composable, et ceux qui décident de tout créer from scratch en fait? Quel est l'avantage par rapport à ceux qui veulent faire du sur-mesure mais qui commencent à zéro? Alors, ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est une sorte de sur-mesure, Sitecore, mais vous allez prendre les bons éléments, les bons composants pour construire votre sur-mesure. Vous imaginez, vous faites une maison, ben vous allez prendre les bons matériaux, les bonnes matières premières pour construire une belle maison. Nous, on fournit les matières premières, les matériaux, avec plein de choses autour qui vont permettre d'accélérer en fait, la mise en place d'une solution. Vous mettez à disposition aussi un accompagnement, j'imagine, pour le run. Est-ce que les clients font appel à vous une fois que la maison sera construite? Alors nous, on est concentré sur l'innovation et on est éditeur de logiciels. Okay. Et donc, toute la mise en œuvre de la plateforme se fait via des partenaires. On travaille avec des partenaires, des agences digitales, des partenaires qui vont mettre en œuvre la solution chez le client. Et on peut accompagner, mais plus un niveau de conseil pour valider les bons fondements, les bons fondamentaux de la solution. C'est très clair. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux, Cyril, sur on va dire, les 5 prochaines années, ou si on se retrouve l'année prochaine à Vivatech? Quelles seront les prochaines news qu'on peut attendre? Déjà, de se retrouver. Oui. Voilà. Oui, c'est déjà un bon objectif. On se retrouvera. Voilà, c'est déjà un bon objectif. Et pourquoi pas sur d'autres sujets, avec plaisir, d'échanger sur les sujets du digital et les enjeux du digital au sens large. Et continuer à toujours collaborer avec nos clients, satisfaire nos clients, c'est quand même la priorité aujourd'hui dans ce monde digital qui va très très vite et qui change très très vite. Alors je vais quand même vous poser une dernière question sur l'univers du métavers. Est-ce que vous avez déjà des briques, des pièces, comme vous dites, de matières premières pour construire le métavers ou pas du tout? Typiquement, dans le métavers, vous aurez besoin aussi de contenu. Donc, on va pouvoir utiliser du contenu. Nous, on a des solutions qui permettent de gérer tous les assets digitaux d'une marque. Donc, ces assets-là vont être réutilisés aussi bien pour faire des expériences digitales, mobiles, web ou métaverse. Ce qui est important à voir, c'est que le métaverse, il faut le voir aussi comme un composant d'une stratégie digitale. Donc, il va s'intégrer avec d'autres composants quand vous allez bâtir votre projet autour de ce sujet-là. Vous conseillez, vous, aux entreprises, à vos clients, de créer leur propre métaverse ou pas encore? Je conseille. Alors, je vais reprendre une intervention d'Alexandre Viros, qui est le PDG d'Adecco, qui disait que le métaverse, c'est vrai que c'est un buzzword, c'est quelque chose d'important, il faut le considérer, mais que c'est dans un tout. Et que le futur du digital, c'est un ensemble de technologies. Oui. Donc le métaverse fait partie de ces technologies-là, donc il faut le prendre en compte, il faut l'étudier, mais il va être lié à l'ensemble d'autres technologies que vous allez utiliser pour soit transformer des nouveaux contacts, soit vendre des produits, mais il faut trouver après comment vous allez activer l'action du métaverse pour obtenir des résultats. Oui, on est dans l'univers du Web 3.0. Effectivement, ce n'est pas juste une brique à part entière, hein, le métaverse, comme vous le dites très bien. C'est dans cet écosystème de la nouvelle génération du Web qui arrive. Est-ce qu'aujourd'hui, vos clients se posent beaucoup de questions quand même par rapport à cet univers et ce Web 3.0? Est-ce que vous voyez quand même des demandes arriver ou c'est encore un petit peu trop tôt, encore un peu trop flou? Non, ils se posent des questions, ils innovent, ils réfléchissent, ils font des proof of concept, ils ont des réflexions par rapport à ça, mais ils ont
Vous savez, ils ont tellement d'enjeux à côté. C'est vrai. Aujourd'hui, vous avez des gros enjeux de personnaliser la relation avec vos clients, qui est bien plus fort. Surtout avec les dernières années qu'on a vécues. Donc voilà, il y a tellement d'enjeux sur la data, collecter la donnée pour personnaliser l'expérience, gérer les assets digitaux. Voilà. Il y a tellement d'autres enjeux que c'est une partie parmi un volume d'enjeux conséquent. De toute façon, il faut d'abord déjà passer au 2.0 et avoir un vrai sujet de data, effectivement d'une stratégie de data pour ensuite aller vers l'avenir et vers le Web 3.0 et le métavers. Merci infiniment pour cette discussion passionnante, Cyril. J'espère vous revoir l'année prochaine avec tout cet enthousiasme et de parler ensuite... Moi, j'espère pas, je vais vous revoir. Ah d'accord, très bien. Écoutez, le rendez-vous est pris. Merci infiniment, Cyril. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Alexia. Alors pour ceux qui nous rejoignent maintenant, je vous dis bienvenue sur le plateau téléporté par Microsoft pour l'événement Vivatech. C'est le dispositif qui est le plus simple, pourtant le plus innovant. Je suis regardée dans les studios de Microsoft à Issy-les-Moulineaux et mes invités sont dans les studios de Vivatech à 3 km. Et pourtant, vous avez l'impression que nous sommes dans le même espace, dans la même pièce. Voilà, c'est assez magique. Tout de suite, j'accueille Jean-Christophe Pittier, COO de Microsoft France. Et on va parler de l'expérience collaborateur. Ce n'est plus une nouveauté. Les salariés aujourd'hui ne sont plus en quête d'un CDI avec une évolution classique dans l'entreprise. Ils cherchent aujourd'hui du sens, de la flexibilité dans les horaires, plus de télétravail, beaucoup plus de télétravail pour certains, mais pas que. Jean-Christophe, bonjour. Que recherchent aujourd'hui les salariés ? Bonjour Alexia, d'ailleurs je voulais dire, cette expérience est vraiment bluffante. C'est un plaisir d'être là, mais de vous voir comme ça virtuellement, c'est assez bluffant. Oui, et d'ailleurs je remercie Microsoft pour cette expérience qui restera gravée dans ma mémoire à jamais. C'est quand même assez fascinant. Ah bon, si on a réussi à vous impressionner. Bon, alors j'ai oublié votre question, si vous me la reposez. Oui, non, alors en fait, que recherchent aujourd'hui les employés, puisque depuis ces 2 dernières années, depuis la crise sanitaire, tout a changé, tout a évolué, tout s'est accéléré. La nouvelle génération cherche aussi beaucoup de sens dans leur quotidien, dans leur travail. Il n'y a plus une question que de télétravail, il y a encore beaucoup d'autres aspects qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, on ne s'y retrouve plus pour le côté DRH. Qu'est-ce que recherche un employé aujourd'hui en 2022 ? Je crois que vous l'avez dit très bien. C'est d'abord, il recherche du sens. Et on le voit, un employé, il veut avoir un impact sur la société. Ça ne peut pas être juste des éléments financiers qui le motivent ou un chiffre d'affaires. Donc cette notion de sens, elle est critique, surtout sur la nouvelle génération, les moins de 40 ans. Il y a vraiment une division, une séparation des attentes. Je crois que la deuxième chose qui est évidente, et ce que vous avez dit en introduction, c'est cette recherche de flexibilité. C'est comment je conjugue mon équilibre personnel avec mon équilibre professionnel. Et on le voit bien d'ailleurs, moi aujourd'hui il n'y a pas un entretien qu'on fait, on embauche plus de 100 à 200 personnes chez Microsoft en France par an, il n'y a pas un entretien où les salariés ne nous demandent pas quelles sont les conditions de travail hybride, de flexibilité. Donc on voit vraiment cette importance pour les employés. Et je dirais la troisième chose qui va avec la quête de sens, les valeurs et les gens avec qui on va travailler. C'est une évidence, Jean-François, c'est un peu des portes ouvertes, mais critique, est-ce que je vais travailler avec des gens qui partagent mes valeurs, qui ont la même vision du travail collectif, etc. etc. Donc c'est très lié au sens, mais ces valeurs d'entreprise, est-ce que d'ailleurs toutes les sociétés publient, ont des valeurs, on publie tous sur nos sites web des valeurs, mais est-ce que finalement les gens avec qui travailler les vivent ces valeurs et les incarnent au quotidien? Et les appliquent, effectivement. Alors on parle beaucoup de grandes démissions, surtout aux États-Unis. Les salariés aujourd'hui sont, effectivement, comme vous l'avez dit, sont en quête de sens, cherchent des entreprises avec les mêmes valeurs. Mais il est aussi difficile de retenir les salariés parce que les acquérir, c'est parfois assez, on peut dire facile pour certaines grandes entreprises, mais les retenir, pas aussi simple que ça. Comment on peut aujourd'hui penser la fidélisation des salariés ? Non, c'est quelque chose qui est critique. Alors, vous l'avez dit, aux États-Unis, la grande démission, c'est une vraie réalité. En France, on a un marché du travail qui est sans doute un petit peu moins flexible qu'aux États-Unis, donc on le voit moins, mais malgré tout, cette rétention est critique. Hein. Et j'aime bien cette phrase, alors je me souviens plus, mais c'est un gourou en ressources humaines qui l'avait dit, on rejoint une entreprise, mais on quitte un manager. Ça, c'est vrai. Et donc, en fait, j'ai envie de dire, la première... Exact, mais vous voyez, et on le vit tous, quelle que soit l'entreprise. Et donc, la réalité, le premier travail à faire, on revient sur les valeurs, mais c'est le travail avec les managers, s'assurer qu'on
on collecte bien les signaux auprès des employés, des équipes pour savoir comment ça se passe avec leurs managers. Chez Microsoft, par exemple, typiquement, on fait une enquête biannuelle pour demander quelles sont les relations avec les managers, est-ce que votre équilibre va bien. Donc, l'importance de collecter tous ces signaux sur le bien-être des employés, leur relation avec les managers est critique. Et on s'aperçoit, hein, on parle souvent beaucoup d'argent, des conditions matérielles, mais c'est un autre enseignement des enquêtes. On voit que les aspects matériels, le package financier, comme on dit, c'est que la 7e raison, je crois, pour quitter une entreprise ou de rétention. Donc c'est avant tout vraiment le sens, la relation au manager, le travail que je fais au quotidien. Alors, vous avez dit un mot intéressant et je vais rebondir dessus justement, c'est sur cette partie santé mentale, bien-être au travail. La santé mentale, ça devient de plus en plus un enjeu pour les salariés, un enjeu pour les DRH, pour essayer d'avoir ces signaux faibles justement, ces premiers signaux qui peuvent détecter si le mal-être du salarié, qui souvent, voilà, comme vous le dites très bien, hein, est lié aux relations avec le N+1, le manager de proximité. Comment on arrive à maintenir sur le temps et sur la durée cette connaissance et de comprendre ces signaux au sein d'une entreprise qui peut être justement très très grande comme celle de Microsoft avec plusieurs milliers de salariés. Comment on peut arriver à manager autant de personnel et à détecter ces signaux? Alors, j'ai envie de dire, collecter les signaux est critique, mais j'ai envie de dire c'est d'autant plus compliqué maintenant pour un manager ou un leader qu'on vit un grand paradoxe. Et je ne sais pas si vous le vivez aujourd'hui chez BFM ou dans notre société, mais le grand paradoxe, c'est quoi? C'est on voit les employés, ils vous disent tous, je veux être hyper flexible, donc on est dans l'hyper-individualisation, je veux avoir de la flexibilité quand je travaille, quand je viens, à quel moment. Mais de l'autre côté, ils vous disent, mais je veux garder le lien social, je veux continuer à avoir un engagement avec la société. Mais il faut conjuguer cette hyper-individualisation qu'a vraiment révélé le Covid avec ce besoin social. Donc, et le point important, c'est qu'il n'y a pas, ce qu'on voit chez Microsoft, il n'y a pas de solution unique. On ne peut pas dire, vous n'avez pas les mêmes besoins de flexibilité, de socialisation que moi. Donc, ce qu'on fait chez nous, ce que j'ai dit, il y a beaucoup de discussions par métier, par équipe. On parle d'approche bottom-up pour identifier les besoins de nos collaborateurs. Et un ingénieur n'a pas les mêmes besoins, un ingénieur développeur chez Microsoft n'aura pas les mêmes besoins que quelqu'un qui est en sales. Pour sa santé mentale, c'est pas les mêmes ressorts psychologiques. Hein. On le voit, des ingénieurs, ils sont des profils d'ingénieurs, des codeurs, ils sont très à l'aise pour être en co-création à distance. Des sales, ils ont besoin d'être ensemble, des commerciaux, de rencontrer leurs clients. Donc, c'est vraiment suivre ces principes. Dans l'individualisation, quand même, on ne peut pas faire avoir une taille unique pour une solution unique à toutes les demandes des collaborateurs. 2, je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, ces enquêtes annuelles qu'on a nous permettent de collecter de manière anonyme vraiment les signaux sur la santé mentale. Hein. Et le 3e point, on revient encore aux managers, c'est continuer à former les managers, investir dans les managers, surtout le manager direct, le N+1, parce que c'est lui qui, au quotidien, incarne la société et est capable d'identifier tous ces signaux faibles quand un employé est près du burn-out ou autre. Je pense que c'est très très parlant hein, ce que vous dites pour les DRH et tout, l'écosystème RH et manager aussi. Effectivement, on est dans une période assez complexe hein, avec cette hybridation et cette volonté de faire du cas par cas. Les DRH parfois sont un petit peu épuisés de se dire oh là là, comment il faut faire pour faire du sur-mesure pour tout le monde et quand même créer ce bien-être en entreprise. Ça soulève quelques questions philosophiques aussi. Hein. Est-ce vraiment le rôle de l'entreprise de s'assurer du bonheur du salarié ou est-ce que l'entreprise doit être au service pour lui donner les meilleures conditions mais qu'elle n'est pas responsable de tout le bonheur du salarié et que voilà, il faut peut-être aussi orienter le salarié sur ses aspirations profondes et s'assurer qu'il a tous les moyens peut-être de s'exprimer et de vivre sa quête de sens personnel. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Parce que là, on ne reste que quelques minutes. J'espère vous revoir déjà l'année prochaine sur ce même salon en téléportation. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Microsoft pour les prochaines années? Souhaiter à Microsoft, vous souhaitez un petit peu à nos clients, à tous les salariés dont on parlait. Les deux, vous savez, il y en a beaucoup qui nous écoutent dans le réseau et qui recherchent aussi à savoir comment on peut vous souhaiter une meilleure croissance peut-être, je ne sais pas, ou à tout votre écosystème de clients. Non, moi j'ai un message, c'est un message d'optimisme. On vit finalement, le monde du travail, la manière dont on travaillait a été assez figée depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis 1945. On avait ce rituel, on allait au travail tous les jours de 9h à 18h et 5 jours par jour et ça a
été un rituel presque immuable pendant quasiment 70 ans, 75 ans. Et finalement, on vit une époque incroyable parce qu'on est en train de réinventer la manière dont on travaille au quotidien. C'est une opportunité unique dans une vie. Hein. Et donc, c'est un message, j'ai envie, d'optimisme pour nous, nos employés, les collaborateurs. C'est comment réinventons ensemble ce modèle de travail. Essayons de garder le meilleur des deux mondes, l'individualisation, la flexibilité, mais ce qui fait tout le bonheur au travail. Vous en parliez, d'être ensemble, le lien social, d'apprendre. Donc, continuons à réinventer ça. Ça demande beaucoup d'agilité, de souplesse intellectuelle, comme vous le disiez. Tous les jours, on s'arrache un peu, en tant que dirigeant d'entreprise, on s'arrache un peu les cheveux en disant comment je concilie ces besoins contradictoires. Mais à la fin, il en ressortira, je pense, une expérience collective qui sera meilleure. Moi, je suis un optimiste, je suis un éternel optimiste, donc je le vois comme une opportunité pour tous. Mais écoutez, je vais rester sur cette touche optimiste parce qu'elle est contagieuse. Donc merci infiniment. Merci pour ce moment. Eh bien, je vous dis à l'année prochaine ou à très bientôt. Moi, je ne vous dis à tout de suite. Ne nous quittez surtout pas. Je vous propose tout de suite une courte vidéo signée Kyndryl, le plus grand fournisseur de services d'infrastructures informatiques au monde dont Microsoft est partenaire. Je crois que ça doit tenir en 1 minute. Je l'ai fait une fois rapidement dans la voiture. Bonjour, Pierre Chaffardon, directeur commercial de Kyndryl France. Enchanté d'être avec vous sur cette nouvelle édition de Vivatech. Kyndryl, une jeune start-up de quelques mois d'existence avec sa création le 4 novembre dernier à la Bourse de New York dans le monde des services informatiques et en même temps une grande entreprise de 90 000 employés pour plus de 30 ans d'expérience. Un modèle qui nous demande d'être rapide et agile et qui nous a permis d'annoncer en fin d'année dernière, après moins d'un mois d'existence, notre premier grand partenariat stratégique avec Microsoft autour de solutions dans le monde du Green IT, dans le monde évidemment de la cybersécurité et de la cyber-résilience, dans le monde également de la transformation hybride cloud des entreprises autour de solutions Azure et encore dans le monde de l'évolution des systèmes mainframe ou AS400 sur Azure. Promis, si vous venez sur notre stand, on ouvrira cette boîte ensemble. And let's switch in English again. I'm with Emily Eus, CVP Business Application Marketing at Microsoft. Today you have a big announcement for us. We can't wait. Would you like to tell us what is this announcement? Hi, good morning. Good morning. Nice to be with you here. Good morning. Today we're announcing a brand new product called Viva Sales. Okay. It's a new seller experience application where sellers can use Microsoft Teams and Office to capture customer engagement data, and they can sync that data into their customer relationship management or CRM system bidirectionally. And this is a new way of organizing the sales experience, so we're incredibly excited. Wow, thank you so much for sharing that with us. And so, for those who don't know Viva Sales, can you explain what it is? Yeah, of course. As you know, because of the last 2 years, people are really embracing remote work, and digital selling has become the primary way sellers are engaging with their customers. But with that, there are also a lot of challenges. Sellers find themselves having to navigate across a lot of different applications. They're writing emails to customers, they're chatting with customers, they're having virtual meetings with customers, they're writing proposals, using Excel spreadsheet to document their deal structure. And all this information is really important to capture in the CRM system, but there's no easy way for them to do that automatically because you have to manually enter the information in CRM. What Viva Sales can help you do is while you're working in your Outlook, Office, or Teams, you can tag a contact as a customer. And once you do that, all the emails, all the documents you're creating, all the virtual meetings, all the chats are cataloged under that contact as a customer record. And you can sync that data into your CRM system automatically without having to manually enter the data. And additionally, we also apply AI to this data. So sellers can get recommendations while they're working with their customers on how to further engage with customers. It's almost like having a coach that will guide you through the selling process.
Wow, okay, that sounds really, really amazing. So there is no more waste of time of going to looking for different applications. Everything is in one place, right? You said that perfectly. That's exactly what Viva Sales is this one canvas that's sitting between Microsoft 365 and your CRM system. And it's one place where you can capture all the customer information while you're working without having to manually copy and paste information. And once you have this information, it will sync automatically into your CRM system. And the additional benefit is with AI-powered insights, you get recommendations while you're working as you engage with customers. So it's really, it's about embracing remote work. It's about embracing digital selling. It's about helping sellers spend more time on selling versus doing administrative work. It's about using AI-powered insights to get sellers to sell in a modern way and engage with their customers more effectively. That sounds so futuristic, but it's available now, right? It is available now, and this is how people want to work. So we're responding to the employee expectation of what they want from digital experience right now. And so how did you came up with this idea to create these features? I mean, how did you all have all those ideas? It was thanks to the crisis, or you had it before? How did you come up with all these great ideas? We come up with all our product ideas from talking to customers. And in the last 2 years, it's really clear that all our customers are embracing hybrid work, and digital selling has become the norm. So our customers are telling us that they're spending way too much time on administrative tasks. Sellers are today spending 30% of their time selling and 30% of their time on manual data entry. And they don't want to do this anymore. They would rather spend time engaging with their customers. So we created a product to respond to our customer requirements. But this is something that I think will become the norm, because we have to balance between the sense of digital overwhelm and also the need to use digital tools. So it's really important that we streamline the digital experience and help not just sellers, but all employees do their jobs more efficiently. Wow. I want to buy it right now. That sounds really good. So thank you. What can I wish you for the next years? What are maybe the next features? Can we have a little idea? Definitely. We're going to bring this product to market. The public preview is in July, and later this year it will be generally available. In the meantime, we're working with customers to understand their requirements. So we're fine-tuning our products, we're fine-tuning the workflow, and the key benefit is Viva Sales can work with any CRM system, including our own CRM system or any system of our customer's choice. And as we talk to customers, we want to understand what additional system they want us to provide out-of-the-box integration for. So that's probably something you can anticipate once we make the product generally available. Great. Wow. Thank you so much. And just a few words about what is happening right now. Teleportation, are you enjoying? I love it. I feel like you're right here. I can't believe you're not in the same building. Yeah, right? It's incredible. It's incredible. This is the future right here. Yes, yes. This is Microsoft. Definitely, yes. Okay, thank you so much. It was really, really nice to talk to you. I wish you all the best, and especially to talk to you again next year in the same place, teleported at VivaTech. That would be wonderful. Thank you so much for your time. I really appreciate it. Thank you so much. Alors, je vous propose de regarder un instant l'agenda de la journée en attendant notre prochain invité, Jean-Paul Pogioli, responsable des SI de la mairie d'Issy-les-Moulineaux. À tout de suite.
La mairie d'Issy-les-Moulineaux a décidé en 2019 d'équiper ses élus et ses agents de terrain avec Microsoft 365 et de plusieurs produits de la gamme de Microsoft Surface for Business. Une digitalisation qui a fait l'unanimité au sein de la mairie et permet aux collaborateurs de gagner en productivité et de fluidifier les process. Avec moi en téléportation, Othman Chieb, chef de produit de réalité mixte chez Microsoft France, qui est en compagnie de Jean-Paul Pogioli, responsable DSI de la mairie d'Issy-les-Moulineaux. Othman, je te laisse la parole. Bonjour Alexia, bonjour à tous et bienvenue. Je suis actuellement chez Microsoft France et je vais accueillir d'ici quelques secondes notre invité qui ne va pas apparaître physiquement mais holographiquement. Comment c'est possible? Une Azure Kinect filme en ce moment notre invité et grâce à HoloLens, je vais pouvoir live streamer et le voir devant mes yeux. On le retrouve. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors, première question, est-ce que vous pouvez commencer par présenter votre activité, s'il vous plaît? Je m'appelle Jean-Paul Pogioli, je suis responsable des systèmes d'information de la ville d'Issy-les-Moulineaux. J'aurais une première question pour vous, Jean-Paul, c'est d'en savoir un peu plus de la genèse de l'intégration de ces nouveaux outils de collaboration. Quel était le constat, la situation avant d'adopter ces nouvelles technologies? Alors, il faut rappeler que depuis très longtemps, la ville d'Issy-les-Moulineaux a fait le choix du digital et du numérique en général. Elle a doté ses personnels d'ordinateurs, elle a développé tout un tas d'applications métiers, la bureautique aussi était très développée. Donc depuis très longtemps, les élus ont fait le choix du numérique comme un outil de productivité au service des citoyens. En 2019, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des transformations donc, de l'aménagement des locaux, avec la volonté de casser un peu les silos classiques dans l'administration et de mieux faire collaborer les agents entre les différents services. Donc un projet de construction, de rénovation du centre administratif municipal a été engagé, avait pour but de placer les agents plutôt dans des espaces open space plus collaboratifs, avec des salles de réunion, enfin, etc. Et donc tout ça a conduit notre administration à réfléchir à une nouvelle étape du digital et donc notamment de doter les agents d'ordinateurs portables pour pouvoir créer de la mobilité interne et de la collaboration interne. Et donc avec ces ordinateurs portables, il fallait aussi bien sûr un accompagnement avec les outils de collaboration adéquats. Et c'était le choix de Microsoft 365 qui s'est imposé assez rapidement en 2019. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les outils justement qui sont utilisés? C'est quel type de PC, c'est quel type de solution qui est utilisé? Alors ce qui s'est passé en 2019, c'est que bien sûr on a commencé à déployer sur une partie du parc Office 365 et puis les outils de Microsoft 365 qui sont importants, qui sont associés, qui permettent bien sûr la collaboration, les échanges, une meilleure productivité au sein des services. Et ça s'est accompagné aussi du choix de type de portable adapté en fonction de l'utilisation que pouvaient en avoir les agents. Et notamment, pour les agents de terrain, on a pensé qu'une solution très portable et très facilement déplaçable sur le terrain était un choix essentiel. Et ça a été le choix des Surface Pro. Et puis pour nos élus, l'idée, c'était de leur donner un outil à la fois très transportable et en même temps très complet pour leur permettre de participer aussi bien à la préparation des conseils municipaux que pendant le déroulement des conseils municipaux avec donc une Surface Go. Donc chaque élu aujourd'hui est doté d'une Surface Go qui est intégrée dans l'écosystème en fait, Microsoft de la ville. Aujourd'hui, Surface Pro est utilisé par les agents de terrain et Surface Go par les élus. Mais aujourd'hui, on parle de combien d'utilisateurs, pour avoir une idée? Alors les élus, c'est 49 élus. C'est 49 Surface Go qui sont diffusés, plus quelques-unes pour avoir du spare et puis des agents qui suivent le fonctionnement des conseils municipaux pour avoir le même type d'équipement. Et puis pour les agents, aujourd'hui, c'est très variable puisqu'on a à peu près 750 personnes équipées de PC, soit de PC fixes lorsque ce sont des agents d'accueil, soit de PC portables lorsque c'est des agents qui ont un travail mixte, on va dire, et puis les agents de terrain plus particulièrement qui sont dotés de Surface Pro. Donc.
Ok. Et comment justement s'est fait ce déploiement de ces différentes surfaces? Est-ce qu'il s'est fait par vague? Et comment ceci s'est mis en place? Alors ça, on a décidé d'opter à la fois pour les surfaces et à la fois pour Office 365 en 2019. Et donc le courant 2019, une première vague qui représente à peu près un tiers de notre parc a été engagée. Les élus devront être faits en 2020 après le changement de municipalité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bien sûr, on a procédé de la sorte en 2019, sans trop de difficultés. Et puis en 2020, évidemment, avec l'arrivée du Covid, on a accéléré le processus, puisque là, pour le coup, il fallait pouvoir répondre à la demande de télétravail, de confinement, etc. Et donc là, on a mis un peu le coup de booster et on a quasiment terminé, en fait, l'ensemble des déploiements dans le courant du premier semestre 2020. Vous venez de mentionner que vous avez dû accélérer ce déploiement, mais justement, comment ce déploiement s'est fait de manière sécurisée? Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect conduite du changement. Il fallait bien sûr qu'il y ait une adhésion de nos agents et des personnels en général sur ces outils. Et également, donc, il fallait pouvoir faire un déploiement rapide, techniquement, de façon à pouvoir, y compris, mettre à jour les PC à distance, etc. Donc ça, c'est deux choses complètement différentes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a des agents. La première vague qui a été déployée ont été des prescripteurs. Ouais. Ils ont été même des accompagnateurs en fait, de ceux qui n'avaient pas encore été équipés. Donc ça nous a beaucoup aidé, cette participation active des agents. Deuxième aspect sur la sécurité, c'est l'écosystème Microsoft. C'est-à-dire le fait d'intégrer dans Microsoft 365 ces équipements, avec notamment Endpoint Manager qui nous permet de gérer complètement le déploiement, l'installation de patchs de sécurité, pousser les applications, savoir où géolocaliser les PC, etc. C'est vraiment l'outil indispensable, complémentaire de l'ensemble de l'écosystème dans lequel on est. Et justement, comment s'est fait l'adoption de ces nouvelles technologies, de nouvelles solutions par les utilisateurs finaux ? En fait, il faut savoir que depuis très longtemps, la ville était équipée, les agents étaient bien équipés avec l'environnement Microsoft, avec Office, Microsoft Office, avec des applications métiers modernisées pour la plupart. Donc il y avait quand même une culture numérique déjà bien installée. Et c'est vrai que l'arrivée d'Office 365 avec en plus le contexte du Covid qui a accéléré le télétravail, la nécessité de travailler à distance, ça a provoqué en fait un engouement finalement pour ces outils. Et les gens les ont adoptés assez facilement, avec bien sûr des formations qui ont permis d'accompagner les agents, notamment les plus éloignés du numérique. Mais ce qui est intéressant, c'est que nos agents de terrain, par exemple, qui sont plutôt des opérationnels, des gens qui sont dans la gestion du patrimoine, dans le suivi des chantiers de bâtiments, par exemple, etc., ont été des prescripteurs. Ils ont été une grosse adhésion en fait, de ces outils, parce que le fait de pouvoir le trimballer, transformer en tablette, lire des plans, communiquer avec les applications métiers, prendre des photos, intégrer tout ça dans des rapports, dans des comptes rendus et dans les applications métiers, ça a été un gain de productivité très important. Et si aujourd'hui, c'est quoi vos nouvelles réflexions maintenant que ce gros chantier a été réalisé, pas des moindres? Aujourd'hui, quels sont vos nouveaux projets, vos nouvelles sources de réflexion? Alors, il y a beaucoup de sujets qui sont à venir. Il y a bien sûr toujours le déploiement en fait, de la feuille de route de la dématérialisation, qui est un enjeu très fort pour toutes les administrations en général et particulièrement pour la ville d'Issy-les-Moulineaux, de continuer à pouvoir dématérialiser le plus possible, tout en n'ignorant pas qu'il y a des publics qui sont éloignés du numérique et il faut donc trouver les moyens de les intégrer dans ces processus. Je parle des usagers, bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier que la ville est au service des usagers. Et donc, il y a un gros enjeu dans la poursuite de la dématérialisation des processus métiers et rendre la mairie accessible à tous 24 heures sur 24 à travers les services en ligne. Et le plus possible de démarches doivent être réalisables à distance, de chez soi ou de n'importe où d'ailleurs, y compris depuis un mobile. Ça, c'est les étapes supplémentaires. Suivantes, ça va être de proposer aux usagers un accès à l'administration, aux formalités, aux services que fournit la ville depuis un mobile. Ça, c'est l'étape suivante sur laquelle il faut qu'on continue d'œuvrer. On n'est qu'au début de l'histoire alors. C'est le début de l'histoire. C'est toujours le début de l'histoire, le numérique. Parfait. Merci beaucoup Jean-Paul pour votre temps. Merci, au revoir. À très bientôt. Alexia, je te redonne la parole. Merci Othman, merci Jean-Paul, merci à vous deux. Il est temps maintenant de parler des bonnes pratiques de sécurité appliquées au Zero Trust chez Microsoft. Avec moi pour en parler, Patrice Trousset, Regional CIO et IT Privacy Lead chez Microsoft France. Bonjour Patrice. Alors il faut parler au micro.
malheureusement, je ne vous entends pas. Ce sont les petits aléas du direct qu'on adore, qu'on adore chez Microsoft et Vivatech. Et oui, on est en fait dans 2 studios différents. Moi, je suis actuellement dans les studios d'Issy-les-Moulineaux et Patrick est dans les studios à Vivatech, dans le stand de Microsoft à Vivatech. Et nous sommes en fait en téléportation. Donc effectivement, vous nous voyez certainement à l'écran, face à face. Mais en fait, nous sommes dans 2 endroits différents. Patrick est avec l'équipe de Microsoft. Patrice, pardon, est avec l'équipe de Microsoft à Vivatech. Est-ce que vous m'entendez, Patrice? Alors, non. Toujours. Alors, en tout cas, peut-être qu'il m'entend. Moi, je ne l'entends pas. Je rappelle quand même un petit peu ce dispositif qui est assez innovant. Alors, on a très bien entendu jusqu'à présent. Hier, Vivatech a commencé. Tous les interlocuteurs étaient là présents. On a pu bien s'entendre ce matin Alexa, aussi. Je suis désolé, je vous entends. Et voilà, et puis j'entends Patrice. Et Patrice m'entend. Merci, Patrice. Capturer vos questions. Mais j'étais ravi de vous voir tout à l'heure. Effectivement, je suis assis virtuellement en face de vous, mais je n'entends pas ce que vous me dites pour l'instant. Ah, d'accord. Néanmoins, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, j'attendais effectivement l'opportunité de discuter avec vous de comment on gère la sécurité, notamment la cybersécurité chez Microsoft. Et le sujet de la journée, c'est Zero Trust. Donc, ce qu'on avait vu ensemble, c'est qu'effectivement, il y a des grands changements à la fois sociétaux, à la fois technologiques, qui font que la façon de gérer la sécurité dans les entreprises a énormément changé, doit changer. On n'est plus dans une logique de protection périmétrique de château fort où on pensait que dehors c'était des barbares et que les seules personnes habilitées à faire quelque chose de bien c'était les gens qui étaient dans l'enceinte du château. Aujourd'hui c'est plus vrai. Aujourd'hui c'est impossible, encore moins après la pandémie et la généralisation du télétravail. Aujourd'hui les gens travaillent de n'importe où, on appelle ça l'ultra-mobilité, n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel type d'appareil, pour potentiellement accéder à n'importe quoi. Et donc, du coup, Zero Trust, c'est une nouvelle vision de la sécurité qui permet de dire, bon, c'est un peu parano en fait au départ, mais néanmoins, la vision, c'est pas de dire je n'ai confiance en rien. La vision, c'est de dire j'applique et j'adopte des méthodes intelligentes pour augmenter le niveau de confiance que je vais pouvoir calculer sur une requête qui arrive sur mon système d'information. Donc nous, chez Microsoft, voilà, on a implémenté ça. Donc, vous m'entendez bien maintenant, Patrice? Oui. Ah bah c'est parfait. Eh ben écoutez, merci. C'était justement ma première question, ça allait être de nous expliquer. Vous l'avez fait très très bien fait. Alors, si j'ai bien compris, donc le Zero Trust, c'est effectivement, on va dire, ça partait, ce que vous l'avez dit, un petit peu de cette crainte de se dire non, on fait confiance à personne, mais au final, ça va bien plus loin que ça. Aujourd'hui, ceux qui veulent implémenter implémenter un projet Zero Trust, comment ils doivent s'y prendre? Par quoi commencer? Alors, il y a plusieurs sujets importants et super structurants par rapport à ça. D'abord, savoir un petit peu quelle richesse on a dans l'entreprise. Avant de parler de technologie, je dois protéger effectivement soit des secrets de fabrication, soit des données personnelles de mes clients, des données de santé, que sais-je. Une vraie richesse à protéger. Donc, ce qu'il faut, c'est d'abord classifier ces données, savoir ce que j'ai en stock comme données qui sont potentiellement sensibles et qui pourraient me mettre à mal ou mettre à mal mes clients si elles étaient capturées, interceptées, voire modifiées. Ensuite, il y a tout un tas de technologies. Les technologies font le job. Ce qu'il faut, c'est des vrais changements culturels. C'est faire en sorte que les collaborateurs comprennent les enjeux. Donc moi, je parle beaucoup de sensibilisation, responsabilisation, avec de la formation, de la communication récurrente, beaucoup de comiques de répétition sur ces sujets-là. Et je dis par exemple aux gens que chez Microsoft, on capture chaque jour 18 milliards d'événements liés à la sécurité. Donc on a créé des modèles d'intelligence artificielle pour analyser ça et on communique les résultats aux collaborateurs pour qu'ils soient sensibilisés. Les cyberattaques, les ransomware, tout de suite. Pour faire ça, les entreprises doivent effectivement se doter d'un certain nombre de technologies. Les technologies dont on va parler maintenant sont la gestion des identités, ça c'est clé. Qui se connecte? Quel est le type de personne? Quel est son rôle? Comment la personne est authentifiée sur le système? Et ensuite, des outils de gestion de la flotte d'appareils. Je dis appareils parce que ça peut être des PC, des tablettes, des téléphones ou même, pourquoi pas des consoles de jeux. Soyons fous. Oui, soyons fous. Et ensuite des aspects. Oui. Et après beaucoup d'informations sur les réseaux. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de calculer ce niveau de confiance. Donc la requête arrive. Est-ce que la personne est habilitée?
quel est son niveau d'authentification, sur quel type d'appareil elle travaille. Il y a du Bring Your Own Device maintenant un peu partout dans les entreprises, et de quel réseau elle vient. Et donc en fonction de ces contextes-là, je vais augmenter mon niveau de confiance ou pas. C'est ça le principe de Zero Trust. Alors, ce que vous dites est assez fascinant parce qu'on se rend compte aussi de l'importance de la data déjà en amont avant de mettre en place une sécurité. C'est très important, comme vous avez dit, de classifier toutes les données des collaborateurs. On a tendance à penser que le Zero Trust et la cybersécurité, c'est pour les grands groupes, pour les grandes entreprises. Est-ce qu'on se trompe? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des services et de l'accompagnement qu'on peut mettre en place pour les TPE et les PME? Absolument, absolument. J'ai été en contact beaucoup avec des PME, des TPE du Grand Ouest, on va dire, notamment de la région nantaise, qui sont parfois dépositaires de brevets, qui ont des données à protéger. Donc ce n'est pas un problème de taille, de grand compte ou de criticité, de données classiques, comme on le disait, les données de santé. On parle beaucoup de données de santé aujourd'hui. C'est vrai que c'est un vrai sujet très critique. Il y a plein de petites entreprises qui, si elles étaient cyberattaquées, et elles le sont en l'occurrence, pourraient perdre leur business, pourraient perdre énormément. L'ANSSI dit que, en gros, depuis 1 an, le nombre de cyberattaques, pour ce qu'on en sait, a été multiplié par 4. Et ça vise tout le monde. Ça vise notamment les collectivités locales, ça vise les hôpitaux, ça vise les TPE qui sont parfois dominantes sur un sujet. Alors, quelques conseils peut-être pour ces TPE qui nous regardent et qui aimeraient mettre en place ces dispositifs de Zero Trust. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Par quoi elles doivent commencer? Alors, comme je disais, encore une fois, classification des données, ça, je ne veux pas revenir là-dessus, mais c'est clé. C'est très important de savoir effectivement sur quel type de richesse je suis assis et qu'est-ce que je dois protéger. Ensuite c'est vraiment travailler sur les outils classiques qui marchent maintenant très très bien, qui ont fait leur preuve et que nous, chez Microsoft, on utilise beaucoup. Pardon, Alexia. Oui. C'est gestion des appareils et gestion du réseau. Alors ma question c'était plus, pour ne pas vous faire répéter, c'est plus est-ce qu'elles doivent avoir quand même recruté quelqu'un dans la sécurité ou est-ce qu'elles peuvent directement faire appel à vous? Est-ce qu'il y a une phase intermédiaire avant de commencer tout de suite à mettre tout ce dispositif en place? La phase intermédiaire, on l'a décrite avec les équipes Microsoft dans un livre blanc sur la mise en œuvre d'un projet Zero Trust qu'on a fait valider et qu'on a partagé avec le SIGREF. Et j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent ou qui nous écouteront plus tard de le télécharger parce qu'en fait, on a détaillé toutes les étapes importantes en termes de formation, d'information, de rôle à intégrer dans l'entreprise et de technologie à évaluer. La techno fait le job, nous on en est la preuve parce qu'à la direction informatique de Microsoft, on est à la fois la vitrine et le laboratoire de la maison. Oui. On a 200 000 personnes qui se connectent sur ces systèmes-là et ça marche. Merci Patrice, c'est parfait. On a vraiment tout compris sur le Zero Trust. Merci, c'était très pédagogique. Merci infiniment pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Bien écoutez, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, je vous dis bienvenue sur le plateau téléporté par Microsoft pour l'événement Vivatech. Le dispositif est simple et pourtant très innovant. Je suis dans les studios de Microsoft à Issy-les-Moulineaux. Mes invités sont dans les studios de Vivatech à 3 km et pourtant, vous l'avez vu, on a l'impression que nous sommes dans la même pièce. C'est ça la magie de la téléportation. Tout de suite, on reste sur le sujet de la cybersécurité. J'accueille Sandra Maury, responsable de la sécurité des systèmes d'information chez Kyndryl. Mais avant, je vous fais une petite pause avant de revenir avec nous sur les studios et sur les plateaux de Microsoft et Vivatech.
Et j'accueille Sandra Maury, responsable de la sécurité des systèmes d'information chez Kyndryl. Bonjour Sandra. Bonjour Alexia, enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Pour nous, c'est un événement un peu extraordinaire. C'est notre premier Vivatech. C'est vrai ? Kyndryl est une jeune entreprise. Oui, en fait, on est né de la scission d'IBM. Okay. Et nous sommes à peu près 90 000 personnes dans le monde. Et nous avons 4 000 clients. Nous sommes représentés sur 60 pays. Et donc aujourd'hui, jeune entreprise, jeune start-up au Vivatech. C'est un grand moment. C'est un moment un peu extra pour nous. Exactement. Et en plus, nous sommes en téléportation. Donc voilà, c'est encore plus de technologie dans ce grand moment et dans ce nouveau monde, en tout cas, qui commence. Aujourd'hui, on va parler de cybersécurité et de cyber-résilience. Alors pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas encore tout ce milieu de la cybersécurité, est-ce que vous pouvez nous expliquer, même si son nom est très explicite, mais qu'est-ce que la cyber-résilience et comment et pourquoi est-ce si important de le conjuguer avec la cybersécurité ? Alors en fait aujourd'hui on est dans un monde... Je vais juste vous demander de bien parler sur votre micro s'il vous plaît pour que tout le monde puisse bien vous entendre. Voilà, vous m'entendez bien ? Parfait. Voilà, c'est parfait. Donc aujourd'hui dans un monde de plus en plus connecté où les entreprises ont un environnement de plus en plus complexe. Donc la cybersécurité chez Kyndryl, c'est notre ADN puisque nous infogérons, nous co-gérons plus de 4000 entreprises, 4000 sociétés dans le monde. Et donc pour nous, les grandes bases de la cybersécurité, c'est d'abord la compliance, basée sur la régulation avec des pentests pour s'assurer justement que même si on est compliante, on est quand même dans un environnement sécurisé. C'est aussi du zéro trust pour accompagner nos clients et sécuriser end-to-end les systèmes de nos clients. Et évidemment du SOC qui nous sert à identifier et à qualifier un incident de sécurité qui peut arriver. Donc ça, c'est tous les fondamentaux de la cybersécurité. Mais aujourd'hui, on estime que ce n'est pas suffisant dans l'environnement dans lequel nous sommes et que nos entreprises doivent se préparer à une attaque. On ne peut pas dire quand est-ce que ça va arriver, mais ça arrivera un jour. Donc le mieux, c'est d'anticiper ces attaques. Et pour anticiper ces attaques, nous avons mis en place des solutions de cyber-résilience. Donc qu'est-ce que c'est que la cyber-résilience ? La cyber-résilience, c'est s'assurer que notre système peut être intégralement restauré dans un environnement sécurisé. Donc avant, on avait les DRP qui permettaient de résoudre les risques physiques, les risques naturels, comme un data center qui brûle ou un problème d'une machine. Mais la partie cyber n'était pas prise en compte. Aujourd'hui, les risques cyber ne sont pas négligeables, le nombre d'attaques augmente. Donc, pour faire face à ces nouveaux risques, nous mettons en place la cybersécurité. Nous sommes en capacité de restaurer l'intégralité d'un système client sur un de nos data centers ou dans le cloud, comme on peut le démontrer aujourd'hui sur le stand Vivatech. Alors, quelles sont les entreprises et les cas de figure les plus récurrents que vous voyez qui ont subi malheureusement des cyberattaques? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Pour certains, ça peut être encore un petit peu flou ce que c'est que la cyberattaque. Donc, est-ce que vous avez des cas d'usage, des cas à nous partager? Aujourd'hui, en fait, pour une entreprise, se sécuriser, c'est protéger ses données essentielles. En fait, Saint-Exupéry, avec Le Petit Prince, avait identifié et qualifié sa rose comme son élément fondateur et essentiel. L'entreprise doit faire exactement pareil. Aujourd'hui, elle doit qualifier et identifier ses données essentielles et toutes les applications et le système qui lui permet de maintenir son système opérationnel et d'éviter la perte d'activité. Donc, les crises les plus récurrentes que l'on a vues, c'est du rang logiciel, donc du ransomware, des attaques qui peuvent mettre à pied une entreprise complète. Donc, si cela arrive, il faut restaurer automatiquement, enfin, il faut essayer de restaurer, il faut restaurer le système d'information de l'entreprise. Si l'entreprise n'a pas pensé la résilience en amont, c'est quelque chose qui peut lui coûter des semaines, voire des mois de perte d'activité sur son système. Donc voilà, c'est ce qu'on a pu voir le plus souvent. Alors on parle aussi d'intelligence artificielle. Est-ce que on peut imaginer l'intelligence artificielle avoir un rôle dans la cybersécurité? Est-ce qu'on pourrait imaginer quelques exemples avec ce duo cybersécurité et intelligence artificielle?
Exactement. Et en fait, on va voir que l'intelligence artificielle, les modèles comportementaux sont de plus en plus mis en place à 2 niveaux. Ils sont mis en place au niveau de la cybersécurité, c'est-à-dire en fait pour identifier et qualifier un risque et une attaque éventuelle. Donc on l'a à ce niveau-là, c'est des modèles comportementaux comme l'XDR, les EDR maintenant qui ont remplacé les solutions antivirus qui étaient basiques. Donc on le voit à ce niveau-là, mais on le voit aussi au niveau de la résilience. C'est-à-dire que maintenant, les backups que l'on fait deviennent intelligents. C'est-à-dire qu'on est capable d'identifier dans une solution de sauvegarde si la sauvegarde n'a pas été endommagée par une cyberattaque, si les données ne sont pas corrompues. Voilà, donc ça permet d'avoir ces alertes à ces 2 niveaux-là, donc grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux modèles comportementaux et grâce à l'évolution de nos systèmes. Aujourd'hui, il y a des milliers de solutions qui sont disponibles. Oui. Maintenant, choisir la bonne, c'est pas facile. C'est notre rôle d'aider nos clients à choisir les bonnes solutions. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Beaucoup de solutions, beaucoup de systèmes. Et comment justement vous pouvez garantir ce meilleur accompagnement? Parce que les TPE, j'imagine, elles vous font confiance, elles n'ont pas forcément de personnel en interne qui s'occupe de la sécurité. Comment vous arrivez à les rassurer, à bien les orienter? C'est vraiment de l'accompagnement, c'est plus de l'IT? Comment vous y prenez? Exactement. En fait, comme on a 30 ans d'expérience dans le domaine de la cogérance, on connaît très bien le comportement de nos entreprises, on connaît très bien la manière de travailler des entreprises qu'on cogère. Donc en fait, c'est en ayant de la sécurité dans l'ADN de notre méthode de travail que l'on peut aider nos partenaires et nos entreprises. Voilà, c'est vraiment en ayant une connaissance fine des systèmes que l'on peut adapter les bonnes solutions de sécurité au bon système des clients. Alors une question quand même que tout le monde se pose un petit peu en cas de cyberattaque. Comment ça se passe? Comment on peut rétablir la disponibilité des systèmes au plus vite? Alors peut-être c'est une question qui dure, dans la réponse peut durer 2-3 heures, mais en quelques mots, déjà, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a un petit espoir à donner à ceux qui se sont fait cyberattaquer? Et comment rétablir la bonne route de l'entreprise sans qu'elle ait des dommages? Alors exactement, si vous êtes cyber-résilient, en fait, si vous avez assuré la résilience de votre système, c'est ce que je vous invite à venir voir sur notre stand. On a une démonstration de restauration complète d'un environnement suite à une cyberattaque. Ça peut se restaurer en automatique, parce qu'on a des systèmes aujourd'hui pour restaurer l'environnement en automatique dans un environnement tierce sécurisé, qui permet de redémarrer l'activité au plus vite et d'éviter une perte d'activité sèche de plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour une entreprise. Et pour cela, nous avons aujourd'hui une quinzaine de data centers à disposition pour faire ces tests et nous sommes en capacité et de restaurer les environnements de nos clients sur nos data centers et aussi avec Microsoft sur les domaines dans le cloud. Eh bien écoutez Sandra, j'ai envie de dire qu'on se sent en sécurité, voilà, avec Kyndryl, avec vous. Merci infiniment pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Merci et puis on vous souhaite un bon Vivatech, en tout cas une bonne expérience. J'espère que celle-ci vous a plu en téléportation. Merci beaucoup. Merci Sandra. Eh bien Vivatech, c'est aussi sur les réseaux sociaux avec le hashtag VivaMS. Je vous propose un florilège des meilleurs tweets pour être encore plus près de l'événement tech européen de l'année. Je vous dis à tout de suite.
Et pour notre dernière session de cette deuxième journée, elle est passée très très vite, cette deuxième journée, je reçois une grande entreprise française, également sur les rails de l'innovation, la SNCF. Avec moi en téléportation, Sophie Sabos, directrice du numérique responsable pour le groupe SNCF. Bonjour Sophie. Bonjour Alexia. Vous m'entendez bien? Très bien, oui. Bon, eh bien, écoutez, je suis ravie de vous avoir avec moi en téléportation sur cet événement du Vivatech. Alors, on va parler de l'impact environnemental, qui est un enjeu pour tous les collaborateurs. Alors, l'objectif que vous avez eu cette année, c'était de créer l'application avec Talan sous Power Apps et épinglé dans Teams. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, bien sûr. Donc, en fait, on a constaté qu'il y avait vraiment un engouement de l'ensemble de nos collaborateurs autour de ces sujets numériques responsables et qu'on avait un peu de mal à toucher l'ensemble. Donc, on est quand même 150 000 collaborateurs dans le groupe. On s'aperçoit que le numérique, c'est un petit peu la base maintenant de tous les métiers. C'est le socle commun. La première chose qu'on donne à un collaborateur, c'est une identité numérique maintenant aussi quand ils arrivent dans l'entreprise. Et donc, on voulait harmoniser toutes les règles, toutes les bonnes pratiques qu'on pouvait leur donner. Et on s'est dit que, compte tenu des sujets, compte tenu aussi du temps imparti par chacun de ses collaborateurs pour l'investir, on souhaitait leur mettre un outil disponible à n'importe quel moment pour réaliser différents types d'actions. Avec, je pense, un enjeu central, la transparence sur ce qu'est l'impact environnemental, sur quoi ils peuvent véritablement agir, pour leur rappeler que le numérique n'est pas que immatériel, ou n'est pas immatériel, même pas du tout, que derrière on a des devices, des infrastructures, et que c'était important de reprendre conscience de tout ça. Alors pour certains employés, certaines personnes, ça peut paraître encore un petit peu flou, ce domaine de l'impact environnemental sur nos outils, sur nos usages au quotidien de la technologie. Comment est-ce possible de connaître son impact environnemental aujourd'hui? Si on a vraiment besoin d'avoir des chiffres, si on a besoin de connaître, comment on peut le mesurer, comment on peut le connaître? Alors, on a dû faire des choix, bien évidemment. Notre objectif, c'était un outil pour les collaborateurs. Donc, on s'est focalisé sur l'IT en entreprise et aussi sur le numérique. Donc, nos choix ont été assez classiques, je pense. On a pris l'impact du matériel, donc toutes les dotations qu'on pouvait donner à nos collaborateurs quand ils arrivaient. L'impact aussi des impressions, puisque ça compte, et puis l'impact des services, donc O365, qu'ils utilisent au quotidien, qui sont nécessaires aussi pour le bon fonctionnement de l'activité de l'entreprise. Donc on a fait ces choix, ces 4 grandes thématiques, documentaire, mail, matériel et impression. Et après on s'est référé à des bases de données, donc notamment l'ADEME, les constructeurs, mais aussi les éditeurs, pour avoir un certain nombre de données et convertir finalement nos usages en émissions CO2. Alors vous permettez aux collaborateurs de changer de comportement. Comment est-ce qu'un collaborateur doit... Quels sont les premiers pas, quels sont les premiers changements à effectuer pour justement diminuer son empreinte carbone, son empreinte digitale? Je pense que le premier pas, c'est d'abord la prise de conscience. C'est savoir exactement ce qui compte ou non. Donc on a voulu quelque chose de très transparent et on sait que ce ne sont pas les logiciels qui comptent le plus, c'est bien le matériel. Donc on voulait montrer quels étaient les véritables chiffres et les ratios derrière tout ça. Et ensuite, leur donner les bonnes pratiques. Donc autant sur le matériel, la longévité, le choix des terminaux, qu'ensuite sur cette partie mail et documentaire, où là, on fait plus que leur donner des bonnes pratiques. C'était bien tout l'enjeu de l'application, c'était de leur permettre des pas à pas, des suppressions automatiques même, à partir du moment où ils l'avaient autorisé, directement depuis l'application sur leur OneDrive et leur Outlook. Alors, est-ce que justement on peut profiter de cette séance pour avoir une petite bonne pratique qu'on pourrait mettre en place là tout de suite, nous tous les téléspectateurs qui nous regardent, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ? Alors, ce qu'on peut faire pour changer et ce qui compte le plus, c'est, comme je vous le disais, c'est la partie matérielle. Donc, c'est éviter de démultiplier, d'acheter trop, de remplacer trop souvent. Le téléphone portable, par exemple ? Et ça compte véritablement. D'accord. Exactement. Donc, tout l'effet mode autour du téléphone portable. Le but, c'est d'avoir une longévité beaucoup plus importante de nos différents terminaux et de les rationaliser. Donc, de ne pas avoir... 5 écrans, 2 téléphones, 3 téléphones portables, une multitude de PC. Donc c'est véritablement ça qui va compter. Est-ce que c'est plutôt réparer plutôt qu'acheter un nouvel appareil ? Bien sûr, ça passe également par ça, par la réparation, par le reconditionnement aussi, qui est de plus en plus fiable et qui permet de trouver des devices de très bonne qualité et de rallonger la durée de vie. Alors j'ai une petite question pour vous, c'est
Concernant la gouvernance, le rôle de l'entreprise, qui doit être le maître de ce sujet, par exemple dans les TPE? Est-ce que c'est plutôt le DRH? Est-ce que c'est le dirigeant lui-même? Ou est-ce qu'il y a une fonction particulière qui peut prendre ce sujet à cœur? Je pense que les dirigeants doivent forcément faire preuve d'exemplarité sur ces sujets. Le matériel informatique a souvent été, et les dotations matérielles et logicielles ont souvent été une marque de reconnaissance dans l'entreprise. Plus on montait, plus on avait le droit à un catalogue riche et diversifié. C'est très juste. Et donc je pense que ça passe par l'exemplarité des directeurs. Et ensuite, peut-être, je pense que moi je suis pas côté RSE, je suis côté direction du numérique, donc vraiment avec les agents de l'IT. Et je pense qu'on est au bon endroit pour pouvoir agir durablement. Alors, en collaboration, bien sûr, avec les ressources humaines pour changer les pratiques et avec les directeurs de la RSE pour implémenter ça un peu partout dans le groupe. C'est très juste, en fait. Il faut changer, finalement, c'est la culture de l'entreprise qui donne ce sentiment de réussite par l'achat de nouveaux matériels. Donc ça, il faut le changer. C'est d'ailleurs un changement, j'ai envie de dire, de notre société. On va beaucoup plus loin que l'entreprise dans ce qu'on est en train de dire. Et c'est un très, très bon point. Alors, pour ceux qui veulent mettre en place ce changement, comment ils arrivent à mesurer l'évolution et s'assurer que les bonnes pratiques perdurent dans le temps? Parce que souvent, on a cet engouement initial de démarrage avec plein de bonne volonté. Et puis, la motivation, elle peut un petit peu se dissiper au fil du temps. Comment on s'assure justement de cette continuité? Alors, il y a plusieurs moyens. Sur l'application, on a vraiment essayé de faire quelque chose d'assez gamifié. On a un système de profil qui nous permet d'augmenter petit à petit dans les étapes et dans les niveaux. On a aussi un système de rappel, de programmation de rappel. On sait que c'est sympa d'utiliser une nouvelle application, mais qu'on n'y revient pas forcément. Donc, le collaborateur choisit s'il veut venir de façon mensuelle, bimestrielle sur l'application pour faire ce nettoyage qui est indispensable, puisqu'on a quand même des taux de croissance sur nos... Je vais beaucoup parler matériel, mais les serveurs aussi, et la croissance de la data est exponentielle chez nous dans tous les groupes de toute manière. Donc c'est important de faire ce nettoyage et revenir aux basiques de la limitation. Donc voilà, on a la gamification personnelle, c'est ce système de rappel, et puis aussi une volonté d'animer cette application autour de challenges inter-établissements et ramener ce sujet de façon assez régulière pendant les semaines du développement durable, pendant les World Cyber Cleanup Day et autres temps forts liés au numérique et à l'environnement. Alors, une dernière question, et promis, je vous laisse, mais le sujet est beaucoup trop passionnant. Est-ce que vous avez un exemple d'une entreprise pour laquelle vous êtes très très fier d'avoir effectué un énorme changement, où vous voyez vraiment un avant-après, sans pour autant la citer, mais peut-être nous donner un petit exemple d'une entreprise qui a suivi ces bonnes pratiques et qui voit le changement? Alors, j'ai un exemple en tête, effectivement. L'application, elle permet d'agir d'un niveau individuel. Ce qui ne veut pas dire que c'est notre seul travail, et c'est sûrement pas le seul travail qu'on doit entreprendre en entreprise si on veut mettre en place ces bonnes pratiques. Il est impératif de travailler main dans la main avec les équipes d'administration et d'aller transformer véritablement les politiques de rétention, tout ce qu'on peut faire autour de ces sujets. Donc, sur cette partie mail, Office 365 en général, je pense que j'ai un exemple en tête des personnes qui ont pris des politiques drastiques sur on supprime la rétention, c'est ça les règles, et donc aux collaborateurs aussi de petit à petit mettre en place les bonnes pratiques dans son quotidien pour que ça fonctionne aussi. Mais écoutez, donc, pour ne pas les citer, c'était Veolia. Ah voilà. Je me suis dit bon, ça aurait été ça, oui. Donc Veolia, très bien. Bah, écoutez, on félicite Veolia, on vous félicite également Sophie pour toutes ces initiatives, pour tout cet écosystème, pour tout ce changement que vous voulez voir dans le monde. Merci, bravo. On vous souhaite vraiment une très très belle progression, bonne continuation et beaucoup de succès dans cet engagement. Bravo Sophie, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Voilà, c'est la fin de l'émission. Je vous rappelle les 2 points importants. Alors le premier, c'est le lancement de Viva Sales de Microsoft, l'application pour optimiser l'expérience employée pour les équipes commerciales, et le lancement du programme de Microsoft de Biotech Scaler aux côtés de son partenaire de l'Institut Curie et Calenza.
Merci à tous d'être restés avec nous tout au long de Microsoft Live TV en direct de Vivatech et simultanément des studios Microsoft à Issy-les-Moulineaux. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, toujours en téléportation. Donc demain, rendez-vous à 10h sur mon LinkedIn et sur aka.ms/Vivatech. Demain, nous finirons sur une touche un peu plus éthique. Nous allons essayer de comprendre comment l'innovation, va répondre au jeu. C'est la fin de la journée, très stressant. Merci beaucoup, je vous dis à demain.